Bonjour et bienvenue au forum Radio J dont vous êtes l'invité. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors 5 ans après les massacres de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, c'est donc le retour de la terreur, de la barbarie islamiste. Et cette fois, c'est donc l'école et l'Église qui sont prises pour cible. Alors comment, dans ce contexte, défendre l'école, la liberté d'enseigner, la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, et tout simplement la République, et puis peut-être aussi en finir avec la lâcheté de ceux qui pactisent avec l'islamisme. Une menace terroriste sur fond de pandémie du coronavirus, peut-il y avoir un consensus, une concorde nationale autour des réponses à apporter à ces deux crises qui fragilise la société française? Et pour commencer, Alexis Corbière, eh bien, la crise sanitaire, avec un gouvernement sous pression face à la grogne des maires et des commerçants qui dénoncent la fermeture des petits commerces. Alors, est-ce que vous comprenez, Alexis Corbière, cette grogne? Oui, c'est-à-dire que surtout ce qu'il y a d'assez saisissant dans la manière dont est abordé ce deuxième confinement, c'est que le gouvernement disait qu'il était prêt à y faire face, et il semble quand même qu'il dit, et c'est par le président de la République, qu'il a été surpris. Et vous savez, comme tous les pays européens. Attention, les conséquences dans les pays européens sont quand même moins fortes. Même, c'est là aussi de la part du gouvernement l'argument qui est sorti, mais on observe qu'il y a une situation qui semble moins chaotique, ne serait-ce que vis-à-vis quand on compare avec la situation en Allemagne. Mais de toute manière, surtout, puisque vous m'invitez ce matin, nous étions de ceux, pas les seuls, mais qui, lorsque nous sommes sortis du premier confinement, avions évoqué la possibilité qu'il y ait un deuxième confinement. Je me souviens d'une intervention de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui est le président de notre groupe à l'Assemblée nationale. Il avait été raillé à l'époque, on lui avait dit mais c'est une hypothèse que vous donnez mais qui n'a rien de vraiment tout à fait retenable. Il avait même été raillé, on s'en souvient peut-être, ça avait circulé sur les réseaux sociaux au Sénat par un sénateur, Claude Maluret, En Marche, qui s'était moqué de cette analyse. Et ce que nous demandions, c'était une planification de l'arrivée de ce second confinement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des mesures soient prises de différents niveaux, augmenter notre capacité d'accueil dans les hôpitaux publics, notamment des lits de réanimation. On observe qu'à l'heure actuelle, elle n'a pas été augmentée. Et Olivier Véran vous dit, c'est fait. Jean Castex dit, c'est fait. Il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de lits en réanimation. On a stagné sur le nombre de lits, et il y a même une légère baisse qui semble assez paradoxale. Et puis surtout, tout le matériel qui était nécessaire et tous les dispositifs pour pouvoir tracer, isoler, on se souvient de ce dispositif, quelles mesures ont été prises pour vraiment isoler, pour aller à la source de là où le virus circulait? Assez peu de choses. Alors on arrive à une situation aujourd'hui assez dramatique sur le plan économique, mais d'abord je ne veux pas, c'est pour ça que, pardon j'ai pris le temps, mais je ne veux pas exonérer... Les petits commerces alors, oui. Oui, non mais alors, dans ce cadre-là, après il y a toute une série de mesures difficiles à prendre, mais dont le gouvernement est principalement responsable. Alors les petits commerces, là où je comprends la gronde de beaucoup de gens, c'est que dans le dispositif qui nous est présenté, il semble parfois qu'il y ait des incohérences. Il y a eu l'exemple dernièrement des librairies. Comment expliquer à un libraire qu'il faut fermer alors que la grande distribution et des rayons de livres continuent de distribuer des livres? Donc il faut des choses qui soient cohérentes, et moi je ne suis pas fermé à l'idée. Il y a beaucoup de décrets qui ont été pris dans certaines communes, alors tout ça va... Oui, alors je vous pose des questions justement. D'abord il y a des arrêtés municipaux contre la fermeture des petits commerces, un certain nombre de villes en Ile-de-France, notamment hier, et puis une quinzaine de villes dans toute la France. Est-ce que vous appelez à la désobéissance civile, comme ces maires, contre la fermeture des petits commerces? Est-ce que vous parlez d'une inégalité de traitement par rapport à la grande distribution? Et peut-être comment vous expliquez tout ça? Une égalité de traitement sans aucun doute. Inégalité, hein? Oui, inégalité de traitement sans aucun doute. On pourrait avoir des cas, et je comprends que beaucoup de commerçants se disent mais comment ça se fait que moi je suis fleuriste, je suis obligé de fermer alors que telle enseigne, je ne vais pas la citer, qui de grande distribution vend des fleurs, elle est ouverte. Et puis, mais à l'inverse, moi je veux pas utiliser l'expression, là, comme responsable politique, comme parlementaire, comme d'appeler à la désobéissance. Il faut pas c'est ce que font les maires qui signent ces arrêtés municipaux. Alors, j'espère, je forme le vœu, chaque cas est un peu particulier, que lorsque les maires prennent de telles décisions, c'est qu'ils doivent estimer que ceux qu'ils demandent à ce qu'elles restent ouverts respectent des consignes sanitaires. C'est sans doute ça le débat, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Même la critique que j'ai portée tout à l'heure et la responsabilité que je donne au gouvernement sur la situation de chaos ne doit pas nous amener à désorganiser complètement tout système de défense sanitaire collective, que les choses soient claires. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est de dire, à l'heure actuelle, il y a
une telle parole rendue confuse de la part du gouvernement en raison des ordres, contre-ordres et du désordre qu'ils ont créé, qu'il y a un consentement à l'autorité aujourd'hui dans la population qui est réduit. Et ça, c'est dangereux. Je crois qu'on a tous vécu le premier confinement, même s'il a posé énormément de problèmes, était vécu collectivement comme une aventure difficile, que nous respections. Et moi, le sentiment que j'ai, je ne sais pas si vous avez la même perception que moi, monsieur Aziza, c'est que ce deuxième confinement est extrêmement remis en cause par beaucoup de gens qui se disent, tel que vous venez de le pointer, mais moi je comprends pas, on me demande de fermer tel secteur reste ouvert, on me demande de faire telle chose alors qu'auparavant on me dit de ne pas le faire. Aujourd'hui le port du masque est obligatoire, y compris même pour les enfants à partir de 6 ans. Alors qu'il y a... Vous le comprenez d'ailleurs, le port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans, au-dessus de 6 ans ou pas? Moi j'observe que c'est dans le... Il y a quelque chose que je comprends pas bien, c'est que il semblerait que dans les écoles... C'est les médecins qui l'ont préconisé. Oui, mais dans les écoles le virus circule, c'est un lieu de compréhension extrêmement important. L'ouverture des écoles dans ces conditions reste assez problématique. On va parler de l'école de toute façon, mais attendez, je voudrais rester sur les... C'est moi qui vous ai posé la question, c'est pour ça qu'on parlait de ça, mais je voudrais rester sur les petits commerces. Donc la fermeture des petits commerces, d'ailleurs, décidée après consultation du conseil scientifique, et Damien Abad a fait une proposition, a expliqué quelque chose, c'est donc aujourd'hui dans le JDD. Il considère qu'il faut une solution avant demain soir, lundi, sinon, c'est lui qui le dit, on va assister à des révoltes. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Il faut une solution très rapide d'ici demain soir. Il faut trouver de la cohérence dans les propositions qui sont faites, sans quoi effectivement on va avoir une colère très forte, notamment de ces petits commerçants, beaucoup de restaurateurs, de ces petits commerces indispensables. Et qui... Mais lui, Abad, il parle de révolte possible. Ah oui, non, mais en fait, du moins là, après je ne sais pas, moi ce que je vois comme député, c'est une grande colère et une grande incompréhension. Et des gens mais qui sont en colère pour des raisons qu'on peut très bien entendre et qui disent, moi, si ça continue comme ça, dans 15 jours, je ne sais pas si je peux encore faire perdurer mon commerce. Donc on est là quelque chose qui est très profond. Et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Est-ce que c'est pour ça que je vous posais la question? Est-ce que vous dites au gouvernement, à Emmanuel Macron, il faut une solution d'ici demain soir pour empêcher, pour que les petits commerçants ne soient pas, comme vous dites, dans la misère? Là, c'est là qu'on touche du doigt la difficulté d'anticipation de la part de ce gouvernement qui n'a rien planifié. Moi, je pense que ce qu'il faut d'abord pour essayer que les esprits et que la discipline collective soit réelle face au Covid, c'est qu'il y ait de la cohérence. Je le répète, on peut pas demander à des gens, je pense que c'est le cas des libraires qui est beaucoup revenu, à dire vous les librairies vous fermez, par contre le rayon de la distribution reste ouvert, alors qu'on peut très bien voir avec la profession à ce que des protocoles sanitaires extrêmement rigoureux soient mis en place. Je parle des librairies, ça peut être dans d'autres commerces, pour que ces commerces restent ouverts. C'est quelque chose qui mériterait d'être planifié. Une proposition faite par un député de l'AREM d'ailleurs, qui propose que la grande distribution ferme tout ce qui n'est pas alimentaire, à défaut d'ouvrir les petits commerces. Est-ce que c'est une solution qui pourrait vous convenir? Mais il faut pas non plus. La solution que je propose n'est pas uniquement punitive en disant fermons tout. Ça, on peut aussi réfléchir parce qu'on a besoin de ces petits commerces. À ce que, une fois de plus, des protocoles sanitaires plus rigoureux soient proposés et si des commerces de proximité les respectent, qu'ils puissent ouvrir. On pourrait faire des choses comme ça, mais bon, manifestement, vous avez vu de la part là du gouvernement, c'est puisque la distribution faisait débat, on ferme tout. On doit pouvoir acheter des biens culturels, on doit pouvoir acheter dans des petits commerces de proximité pour les défendre, et c'est pas seulement une grande fermeture que je propose, mais surtout là encore il y a un chaos de toute manière qui est mis en place par le fait que ce gouvernement n'a pas anticipé les choses, et je sais pas si on pourra en parler. Il y a aussi la manière dont tout ça est mis en œuvre. Je suis député, je vais vous dire les choses, j'apprends les informations en regardant la télévision. Alors je dis pas que les députés doivent être au-dessus des citoyens, mais normalement la raison pour laquelle on les a élus, c'est qu'ils sont là pour faire la loi. Vous considérez que vous n'êtes pas assez consulté? Disons que même j'affirme à ce micro que nous ne sommes pas du tout consultés. Et la première fois, je termine, mais la première fois, lors de la première annonce du couvre-feu, je me souviens très bien, j'étais en séance à l'Assemblée nationale, on travaillait sur le PLF, il est 20h, on écoute le président de la République qui annonce un couvre-feu, on reprend à 21h30, et pas un mot sur ce que vient de dire le président de la République. Je suis intervenu avec d'autres pour dire, mais on peut au moins discuter du fait qu'on est en train de confiner la moitié de ce pays, et on a été renvoyé à une conférence de presse le lendemain. Là, on a vu Emmanuel Macron prendre la parole à nouveau, nous annoncer que c'est à l'occasion d'un conseil de défense que des décisions sont prises. C'est même pas manifestement, Gabriel Attal lui-même a reconnu dans le cadre du gouvernement que tout ça est discuté, et l'Assemblée nationale en est réduite à une journée où M. Castex est venu s'exprimer, tous les groupes sont exprimés, et puis après on vote. Il n'y a aucune possibilité collective de discuter. Et vous voyez, c'est les questions que vous me posez en faisant appel dans chaque profession, chaque secteur professionnel, est-ce qu'on améliore le dispositif ou pas? Et ça pose problème, parce que je sais bien qu'on est en train de plus en plus de banaliser des institutions, la Ve République, l'hyper-présidentialisation, mais il faut quand même rester attaché à l'idée qu'il y a des libertés publiques, que c'est important
important que l'on ne les tripote pas comme ça et que ça doit être des instances collectives, de délibération, dans le cadre de respect d'une souveraineté populaire qui quand même prend des décisions. Les gens sont prêts à obéir, les gens sont de bonne volonté. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est le sentiment d'autoritarisme, que tout leur échappe, qu'on leur impose les choses, qu'éventuellement, si on avait pu en discuter avec les différents secteurs professionnels, on aurait pu mettre des choses plus pertinentes. Là, on est dans l'hyper-présidentialisme et en période de Covid, ça se voit qu'il y a un problème démocratique. Est-ce que vous pensez que ce contexte puisse déboucher sur une crise sociale grave, type de celle des Gilets jaunes ? Alors déjà, ce que je ne dis même pas que ça peut déboucher, cela débouche. Je suis élu de Seine-Saint-Denis. Cela débouche, c'est-à-dire d'ores et déjà, les conséquences du premier confinement et d'ores et déjà la situation actuelle amènent à ce que nous avons une explosion de la pauvreté, des difficultés, de la précarité. Nous le voyons très concrètement en Seine-Saint-Denis. Vous le savez, parce que vous êtes un journaliste attentif. Si vous interrogez les secours populaires, les restos du cœur, les différentes instances, les secours catholiques, et tous ceux qui interviennent sur le secteur de la solidarité vous disent qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de gens qui viennent, des gens nouveaux, des gens auxquels on ne s'attendait pas, qui parfois ont des activités professionnelles, parce que vous avez toute une série de gens qui sont dans l'économie, on va dire, un peu parallèle. En dépit des aides qui ont été apportées par le gouvernement. Oui, parce que beaucoup 86 de gens... milliards. Oui, d'accord, mais c'est nettement insuffisant. Et sur le secteur de la pauvreté, là, vous annoncez un chiffre, mais dans le secteur de la précarité, c'est 8 millions qui ont été débloqués, alors qu'on est en train de passer de 9 millions sous le seuil de pauvreté à 10 millions de personnes. Donc c'est nettement insuffisant. Les chiffres. C'était indiqué par le ministre du budget ce matin dans le JDD. Le Covid a coûté déjà 186 milliards à l'économie française, 100 milliards de pertes de recettes et 86 milliards de mesures d'urgence sanitaire et économique, avec un déficit public qui va monter à 248 milliards en 2010, soit 11,3% du PIB, alors qu'il était estimé à 53,5 milliards en début d'année, et une dette qui va atteindre 119,8% du PIB. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire de plus ? Nous aurions dû mieux préparer la sortie du premier confinement, notamment en mettant en place un dispositif, je le répète, de tests, d'isolement de ceux qui étaient porteurs du virus. Pourquoi pas réquisitionner les secteurs hôteliers qui étaient à ce moment-là peu fréquentés pour que tous ceux qui étaient porteurs du virus soient vraiment isolés pour aller à la source de la diffusion du virus. On aurait dû augmenter la capacité de l'hôpital public et il y a un nombre de propositions qui a été faites pour éventuellement diviser les tâches hospitalières, parce que c'est vrai qu'on forme pas un réanimateur en quelques semaines, mais on pouvait soulager le travail de beaucoup de gens et d'infirmières qui auraient pu prendre d'autres tâches en embauchant des personnels. Tout ça aurait pu être fait, parce que vous savez, des stratégies de confinement, c'est assez rustique comme stratégie sanitaire. C'est d'abord des stratégies qui visent à essayer d'éviter, en raison d'une faible capacité d'accueil des futurs malades, une situation de saturation à l'hôpital. Tout ça n'a pas été anticipé de la même façon que les masques, etc. Rappelez-vous, on a pendant un moment été dans une situation difficile. Et je crois qu'on revient à une situation difficile, y compris sur ce type de matériel basique. Je vous repose la question précédente sous une autre forme. Le risque n'est-il pas, après la crise sanitaire et la crise économique, et aussi la crise sociale, une tempête sociale de première importance ? Si, c'est possible. Maintenant... et quelque part, est-ce que vous ne le souhaitez pas ? Non, mais moi, je ne souhaite pas des situations dramatiques, parce que ce dont on parle, c'est des gens qui vont basculer dans la pauvreté. Déjà, certains, je vous l'ai dit, ont basculé. Ces petits commerçants, chefs d'entreprise qui nous disent « moi, je vais te mettre la clé sous la porte », personne ne peut s'en réjouir. Parce que de toute manière, même un homme comme moi, qui suis pour un idéal de changement de la société, etc., tout ça ne peut pas se faire sur la base d'une colère, d'un désarroi, parce que ça peut potentiellement même porter en lui-même des solutions encore pires. Bon, donc on en est là. Moi, je ne suis pas un Cassandre, un oiseau de mauvais augure qui pense que dans le désordre général, les gens vont se tourner vers la France insoumise. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Au contraire, la colère, le sentiment de dégoût, de résignation, du fait que tous les politiques sont pourris, que rien n'est fait, etc., ça peut amener à une recherche de solutions autoritaires qui n'est vraiment pas mon projet politique. C'est-à-dire à Marine Le Pen ? Ouais, non, mais vous n'êtes pas obligé de parler tout le temps d'elle, mais j'observe que des hommes comme le général de Villiers, qui est un homme respectable par ailleurs quand il était chef des armées, mais on voit bien qu'il y a dans l'air, et même des études d'opinion l'ont montré, parfois une recherche un peu de solutions autoritaires, comme quoi la démocratie finalement est inutile, qu'elle ne donne rien, et vous, comme moi, du moins je vous connais un peu, j'imagine que on peut pas être satisfait de cette situation. Donc moi j'essaie de plaider pour quelque chose de positif, que c'est le retour du partage, puisque vous évoquez à juste raison tous ces impacts économiques. Il y a aussi des profiteurs de crise, des grands groupes, des grands groupes qui font des bénéfices importants. Je reviens sur ma librairie, mais le groupe Amazon ne doit pas être celui qui profite de cette situation. Donc il faut taxer ces grands groupes, l'heure du partage doit être là. Il y a toutes les sommes de dividendes importants qui sont reversées par des grands groupes, car il y a aussi des grands groupes fonciers
financiers qui réalisent du profit, on pourrait tout simplement imposer dans la période, on reverse plus de dividendes, tout est remis dans le pot commun, si je puis dire, pour faire preuve de solidarité économique, que les grands groupes qui font du profit aident les petites et moyennes entreprises, etc., etc. Donc, c'est, me semble-t-il, l'urgence du moment. Alors, la suite aussi, l'actualité aussi, c'est ce dimanche, la rentrée scolaire qui va avoir lieu demain. Une rentrée scolaire donc sous haute tension, 15 jours après la décapitation du professeur Paty. Jean-Michel Blanquer en parle aujourd'hui dans le JDD. Il appelle au strict respect de la minute de silence qui est prévue demain, lundi, à 11h dans tous les établissements scolaires du pays. Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous serez d'ailleurs demain dans une école de votre circonscription Parce que j'ai pas le droit finalement, les consignes confuses qui sont tombées au dernier moment, c'est ce que m'ont rapporté les chefs d'établissement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de personnalités extérieures aux établissements scolaires. Donc y compris la demande du ministre de l'Éducation nationale que les parlementaires aillent dans les écoles n'est plus autorisée. Alors après, pour même s'interroger, est-ce que la présence était utile ? Moi j'aurais souhaité y aller, mais on peut s'interroger. Le Premier ministre et ministre de l'Éducation qui seront au collège de Conflans-Sainte-Honorine où le professeur Paty a été décapité. Non, mais on imagine là la charge symbolique moi je regrette un peu cet hommage à minima. J'avais préféré qu'il y ait un temps qui soit laissé, c'est ce qui avait été les 2 heures entre 8h et 10h. Pour que les gens puissent... Parce que vous savez, quelque chose comme ça ne nécessite pas, enfin du moins ne peut pas être réglé dans une simple minute de silence, même s'il est tout à fait souhaitable qu'elle ait lieu sereinement. Un adolescent, la jeunesse parfois a du mal à comprendre exactement quels en sont les enjeux. Vous pouvez même avoir de la part de certaines personnes un comportement stupidement provocateur qu'on a vécu après les massacres de Charlie, les pères provocateur ou délibérément anti-Charlie. Il y a ça, mais moi j'invite, vous savez, je suis professeur d'histoire depuis 25 ans, à aussi qu'il y ait le travail du pédagogue pour comprendre, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est vraiment, j'ai envie de dire, soit un antisémite militant, soit un pro-terroriste islamiste militant. Ça peut arriver, même chez des jeunes gens. Oui, vous avez aussi le crétin qui, de toute manière, par irrespect généralisé, peut perturber la cérémonie. Donc il faut aussi qu'il y ait un regard de pédagogue sur ce qui se passe pour apporter les bonnes réponses. Justement, Jean-Michel Blanquer dit souhaiter dès la rentrée prochaine un renforcement de l'enseignement moral et civique, notamment en termes de nombre d'heures de cours. Et il prévoit aussi une réforme du brevet dont le principe sera de valoriser l'engagement civique des élèves. Est-ce que vous l'approuvez ? Il faut voir dans le détail de quoi il parle, mais je veux vous dire, ce qui manque aussi dans les établissements scolaires aujourd'hui, c'est des enseignants et du remplacement d'enseignants. Dans beaucoup de départements populaires, le niveau de remplacement n'est pas le même que dans d'autres départements plus riches. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, la situation à Paris, la situation en Seine-Saint-Denis n'est pas la même. Il y a un rapport Cornu-Gentil parlementaire qui avait été fait, approuvé par le Premier ministre il y a encore quelques temps, qui disait que le collège de Paris, le moins bien doté, est mieux doté financièrement que le collège de Seine-Saint-Denis, le mieux doté. Donc si on mettait fin à ces inégalités, ça irait pas mal. Les médecins scolaires, les psychologues scolaires, vous savez, bien souvent, ces éléments de radicalisation prennent des têtes aussi qui sont fragiles. Par exemple, on a un problème de médecine scolaire qui est quasi inexistante. Juste une anecdote, en Seine-Saint-Denis, il y a eu, avant le drame de Monsieur Paty, mais le crime horrible, mais il y a eu 2 jeunes gens qui s'étaient affrontés à coups de couteau dans un lycée à Saint-Denis. Eh bien, il n'y avait même pas d'infirmière ni de médecin scolaire dans cet établissement qui est quasiment le lycée le plus important de Seine-Saint-Denis. C'est un jeune homme qui avait fait du secourisme, qui a fait un point de compression pour sauver son camarade. C'est ça aussi réalité. Faisons cela. Et la réalité aussi, c'est que c'est une enquête de l'IFOP qui montre qu'un pourcentage important d'enseignants s'autocensurent, évitent parfois des sujets liés à la laïcité. Et il y a aussi l'impossibilité dans certains quartiers, dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, notamment en Seine-Saint-Denis, d'enseigner la Shoah, de parler de l'islam, de parler de Darwin. Est-ce compatible avec les valeurs de la République ? Non, mais de toute façon, à l'école, on ne doit pas négocier le programme. Ça, c'est une évidence. Et il faut créer les conditions que l'on puisse débattre, faire le programme, aborder ces discussions qui nécessitent un savoir-faire. Il faut aider les professeurs à pouvoir le faire. Vous savez, tout ça, ça nécessite qu'il faut accompagner les professeurs, y compris sur l'enseignement de la laïcité, y compris sur le choix d'image que l'on fait pour aborder ces sujets-là. Un jeune homme d'une dizaine d'années n'est pas le même que celui de 15 ans. Et idem sur, si on veut enseigner la Shoah, quel matériel pédagogique on a. Bien sûr que c'est difficile. C'est évidemment, enfin, c'est difficile. C'est des sujets, on voit bien, qui travaillent la société. Mais moi, je pense que globalement, je continue à penser, pour être professeur, que on enseigne la Shoah. On enseigne la Seconde Guerre mondiale. On enseigne, mais dans certains quartiers, on peut pas le faire. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est difficile, mais on le fait. Il y a des témoignages de professeurs. Mais bien sûr qu'il y a des témoignages. Que c'est pas possible. Oui, d'accord. Je ne conteste pas, mais
globalement dans ce pays, on l'enseigne. Globalement, bien entendu. Non, et même dans ces quartiers, on l'enseigne. Et même dans ces quartiers, d'ailleurs, il faudrait définir entre vous et moi. Non, attendez, moi j'aimerais qu'on ait un regard lucide. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de projets qui ont lieu, puisque vous évoquez la Shoah, de voyages de collégiens, de scolaires. Non, mais c'est fait. Et c'est plus fait aujourd'hui que ce que c'était fait dans les années 50 ou 60. Ne perdons pas ça de vue. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, y compris l'enseignement de la Shoah, était très peu présent dans le débat public. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, des choses ont eu lieu. Mais bien entendu, il n'y a pas que la Shoah, il y a tout ce qui est lié. Non, mais vous avez pris ce sujet-là, qui est un sujet important. Ouais. Donc, et que après nous ayons évidemment parfois des élèves qui sont dans des discours radicaux, soit religieux, soit d'extrême droite, soit d'un islamisme extrêmement violent, qui amène à ce que... Bon, tout ça est une réalité, mais moi j'aimerais, on n'a pas le temps dans le cadre de cette interview, vous dites des territoires perdus de la République, je connais les titres de ces ouvrages, mais j'aimerais qu'on me dise de quoi on parle, à quel endroit. Moi je vous assure que ce soit à Bagnolet ou à Montreuil, là où j'habite, il n'y a pas de territoire perdu de la République. Par contre, il y a des lieux de pauvreté extrême où nous devrions mettre le paquet pour remettre le service public, y compris, je vais vous dire autre chose, quand vous avez des stratégies de contournement des cartes scolaires des parents qui partent dans le privé, que le service public ne cherche pas à faire revenir ses parents en mettant les moyens pour assurer que le collège public soit de qualité. C'est ça aussi la difficulté que nous avons. La difficulté dans ce contexte de montée de l'islamisme radical. L'islamisme qui nous mène une guerre, comment répondre à cette guerre qui nous est déclarée, Alexis Corbière ? Mais de la même façon que sur l'école, par des moyens. Vous savez, on lutte contre le terrorisme islamiste par du renseignement. La surenchère législative, ça peut faire joli le temps d'une émotion, mais depuis presque 40 ans, on a fait plus de 20 lois antiterroristes qui chaque fois devaient régler le problème. Par contre, et qui ne l'ont pas réglé, hélas. Par contre, ce qu'on observe souvent quand on discute avec les professionnels, c'est qu'en termes de personnes du renseignement, de personnes qui observent, par exemple, les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé du fait, et c'est une réalité, que les réseaux sociaux sont un lieu de radicalisation. Mais le système Pharos, aujourd'hui, qui est le dispositif, c'est essentiellement des gendarmes qui observent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est quasiment personne. Je crois que c'est 28 personnes. Le monsieur Darmanin... Qui doit être renforcé par la prochaine loi. Non, alors monsieur Darmanin nous a annoncé qu'il y a 100 personnes qui vont être recrutées, ce qui est très bien. Mais pourquoi il ne l'a-t-il pas fait avant ? Et ainsi de suite. Donc, moi, j'aimerais, avant qu'on dise qu'il faut faire des lois pour... Et aussi, est-ce qu'on peut donner les moyens à notre police, à notre justice ? Il n'y a pas assez de juges antiterroristes. Parce que c'est que par la connaissance, le renseignement, qu'on va réussir, même si la tâche est très difficile, mais qu'on va réussir à observer que là on a un problème, qu'on doit être vigilant sur telle ou telle personne. Si on reprenait la chronologie de l'assassinat de Samuel Paty, ça pourrait nous montrer quand même que des choses différentes auraient pu être faites. Depuis juillet-août, 400 tweets envoyés par l'assassin, extrêmement dangereux. Alors, la présence, vous voulez qu'on en parle ? Parce que dans le détail, cette histoire... On va en parler. J'ai des questions là-dessus. Mais d'abord, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, à droite comme à gauche, ou venant de la majorité. Est-ce qu'il faut expulser les étrangers radicalisés, Alexis Corbière ? S'ils sont dangereux, peut-être qu'aussi la justice peut leur demander des comptes en France. Tout ça, il faut voir la situation. De toute manière, si on ne va pas... il faut respecter le droit. Moi, je pense qu'à partir du moment où tous on a répété que c'est la République qui est en danger, que ce sont nos principes, nos valeurs, c'est le moment que nos principes et nos valeurs restent en activité. Moi, je demande, après, on peut analyser chaque situation, mais j'ai entendu des responsables politiques dire il faut une législation de guerre, en gros, il y aurait trop de liberté publique, etc. Moi, donc, notamment Christian Estrosi, Eric Ciotti, ainsi de suite. Non, mais moi, je demande de quoi ils parlent. C'est-à-dire, en fait, ils veulent donner la victoire à ceux qui nous attaquent. C'est-à-dire que désormais... Et on peut pas expulser quelqu'un, on peut pas, si la personne n'a rien fait. C'est ça la difficulté. Et alors je vous cite Jean-Luc Mélenchon, qui a eu des mots très très durs contre les Tchétchènes après la décapitation du professeur Paty par un Tchétchène. Il avait appelé à capturer et expulser les Tchétchènes qui agissent sur le terrain de l'islamisme politique. En Caire, il validait l'expulsion des étrangers radicalisés. Non, mais si quelqu'un a fait quelque chose, a mis en danger quelqu'un d'autre, il y a une situation particulière qui est à examiner. Mais enfin, écoutez, sur la question des Tchétchènes, Jean-Luc Mélenchon est revenu. De toute manière, ce qu'il ne faut pas entendre, il y a aussi des Tchétchènes qui sont accueillis en France pour de bonnes raisons, parce que dans leur propre pays, ils subissent une répression terrible. Moi, je suis pour que la justice s'applique, que chaque cas soit examiné dans un cas particulier. Si des gens sont des gens potentiellement dangereux, on fait des choses même, on peut poser des actes dangereux, il va de soi qu'ils doivent être sanctionnés, ça c'est, me semble une évidence. Actes dangereux, comportements dangereux, personnage dangereux. Au passage, deux proches de Marine Le Pen, les néo-nazis Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, un ami de Marine Le Pen, se sont affichés, c'est un papier aujourd'hui du JDD, en janvier 2009, aux côtés de Dieudonné de Sefrioui, le fondateur du collectif Cheikh Yassine, mis en examen pour complicité d'assassinat du professeur Paty en lien avec une entreprise terroriste. Eh bien, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Merci d'en parler parce qu'on a vu, il y a eu un feu roulant d'attaques contre les uns, les autres, tout le monde a été visé, l'Observatoire de la laïcité, la France Insoumise, etc. Mais on va en parler. Mais souvent, il y en a eu qui sont restés dans l'angle mort de toutes ces attaques, c'est l'extrême droite et le Rassemblement national. Et là, il y a un cas intéressant, c'est-à-dire que dans l'affaire du professeur Samuel Paty, il y a le père qui lance cette espèce d'attaque infondée d'ailleurs. Une fatwa, dit le ministre Darmanin, et il rentre dans l'établissement scolaire pour aller voir la chef d'établissement accompagné d'un homme, monsieur Sefraoui, qui est un homme finalement qui est connu dans les milieux militants par les services de police pour étant un antisémite militant, quelqu'un qui à travers le collectif Cher Yassine a fait des manifestations ou des choses intolérables. Attendez, je vous précise une chose, des manifestations notamment en juillet 2014 auxquelles la gauche et la France Insoumise ont participé. Aucunement. Jamais. Vous étiez place de la République dans le cadre de ces manifestations. Non. Il était à vos côtés en tout cas. Non, jamais. Non, ne dites pas ça à Frédéric Azida parce que pour ce qui Mais je l'ai vu à l'époque. Non, 2014, la France Insoumise. Juillet 2014. La France Insoumise n'existait pas, donc je ne sais pas. Il y avait le parti de gauche. Et moi, j'ai eu quitté des manifestations, notamment sur ce sujet-là, en raison de la présence de ces collectifs liés au Hamas, etc. Donc, au cri de mort aux Juifs à l'époque. Non, mais écoutez, je n'ai jamais participé. Merci. Non, mais soyons vigilants. Mais le collectif Cher Yassine... D'accord. Pour quelle raison déjà ce collectif existe encore, qui n'a pas été interdit avant, on peut s'interroger là-dessus. Mais surtout pour quelle raison à partir où un tel individu rentre dans l'établissement scolaire, comment ça se fait que la chef d'établissement a dû faire son travail, faire remonter... pourquoi immédiatement les services de police ne sont pas alertés? Et on découvre que... Qu'est-ce que c'est qu'il cimente tout ça? Au nom de l'antisémitisme, des gens connus comme Frédéric Chatillon, proche de Marine Le Pen, Axel Lousteau, actuellement conseiller régional du Front National, ont manifesté en Île-de-France, ont manifesté avec ces gens-là. Et Dieudonné. Voilà. Ah oui, alors Dieudonné, de toute façon, on n'a pas besoin de faire son pédigré, tout le monde sait qui c'est. Alors, qu'est-ce que vous inspire? Qu'est-ce que vous demandez à Marine Le Pen? Ce que je demande déjà, c'est qu'elle exclut monsieur Axel Lousteau, et si madame Le Pen est sincère dans sa volonté de dénonciation de tous ces liens entre cet islamisme violent et antisémite et son organisation, eh bien, elle doit se séparer d'un personnage comme Axel Lousteau qui a manifesté auprès de monsieur Sefraoui. Au passage, monsieur Axel Lousteau, vous savez, est un homme quand même qui était allé voir Léon Degrelle, l'ancien Waffen-SS, et avait mis tout ça comme étant, il avait salué comme un personnage historique important. À titre personnel, on n'a pas prouvé l'antisémitisme du bonhomme. C'est quelque chose qu'on connaît depuis un certain temps. Me semble-t-il. Il me semble avoir écrit un livre où je faisais état de cette histoire en 2014. Non, mais effectivement, vous êtes plutôt connaisseur du sujet. Mais je profite de l'occasion pour dire que j'ai trouvé bien souvent que dans la volonté de démontrer que le problème, ce serait les uns et les autres, mais qu'on laisse de côté l'extrême droite un petit peu, considérant qu'elle n'aurait rien à voir avec... Et attendez, je voudrais dérouler la chose parce que il y a non seulement cette manifestation, mais aussi qu'on reprenne un peu l'ambiance générale. Ceux qui ont armé, et vous le savez très bien, les frères Kouachi, c'est un homme qui était lié à l'extrême droite. Et le climat actuellement de violence qui monte dans le pays est aussi dû, ou du moins parmi tous ces éléments, je ne les mets même pas sur le même plan, est aussi un homme qui était un élu du Front National, qui avait tiré sur une mosquée à Bayonne. Le fou furieux dans les rues d'Avignon l'autre jour qui a été abattu était un homme quand même qui était un homme d'extrême droite. Qui venait du Parti communiste. Hein. Oui, enfin, il y a 15 ans, et qui était aujourd'hui à Génération Identitaire. Je vous parle de Chatillon et Lousteau. Honnêtement, cet homme n'avait rien à voir, c'est pas parce qu'il y a 15 ans. Mais là, on a des gens qui sont des militants, des dirigeants, des hommes qui sont en action, qui sont manifestement des hommes importants dans le dispositif de Mme Le Pen, qui sont ceux qui en assurent les finances. J'ai lu au moins que M. Lousteau doit être exclu de son organisation. Et par rapport à ses fonctions de conseiller régional du moins, s'il continue de siéger, on va le prendre comme ça, s'il continue de siéger dans le groupe du Rassemblement National, alors qu'il est établi, qu'il a manifesté avec des antisémites dans les rues de Paris, mais manifesté pas sous une forme, ils étaient... au loin, il y a des photos qui nous montrent qu'ils étaient très proches et qu'effectivement, ils l'assument eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans des actions communes avec ce collectif. Bon, il y a quelque chose qui pose problème. Et donc, si elle ne les exclut pas, qu'est-ce qui se passe? C'est une complicité qui sera montrée, c'est-à-dire que vous avez dans ce pays des convergences entre des groupes antisémites liés au Hamas, bien souvent en Palestine, et l'extrême droite française. Voilà, et que ça pose quand même un problème. Que les choses soient claires, parce que je ne suis pas pour que les choses soient faites en gros. Là, on parle bien, et ce que nous montrent ces photos, c'est d'organisation commune d'événements, d'une proximité politique.
pas seulement, on va dire, de s'être retrouvé dans le cadre d'une grande manifestation, parce que vous savez, vous-même, vous avez manifesté, M. Aziza, il arrive parfois que dans le cadre d'une grande manifestation, il peut y avoir des choses qui sont dites à tel endroit que les autres n'entendent pas, qui ne sont pas les bases sur lesquelles la manifestation a été organisée. Mais là, on a quelque chose quand même qui est assez problématique. Et pour quelle raison personne n'en parle ? Parce qu'il semble qu'il y a un agenda politique aussi qui vise à dire qu'aujourd'hui, l'extrême droite n'est plus comme elle était auparavant. Qui est-ce qui dit ça dans le débat public, c'est assez fréquent. Regardez, non, mais je sais pas, des chroniqueurs, Éric Nolot. C'est les médias, c'est quoi ? Dans les médias, il y a des chaînes de télévision aujourd'hui. CNews, vous pensez à CNews ? Si vous voulez qu'on prenne le temps de parler de ça, c'est aujourd'hui, on a un problème, me semble-t-il, par rapport à une époque qu'on a pu connaître concernant l'extrême droite, c'est que l'extrême droite, elle est sortie de la marginalité. Aujourd'hui, elle a des journaux sur papier glacé, distribués en kiosque. Elle a une chaîne de télévision où il y a un discours. C'est quoi la chaîne de télévision ? C'est CNews, notamment. L'extrême droite ? Je pense que c'est un agenda politique qui vise à permettre demain que toutes les droites se rassemblent, à décloisonner et à démarginaliser l'extrême droite française. Et c'est assez préoccupant. Et ça rebondit souvent avec un agenda politique que les macronistes acceptent, parce que je pense qu'ils ont en tête que pour la seule manière d'assurer l'élection d'Emmanuel Macron, c'est qu'il se retrouve au second tour face à Madame Le Pen. Donc on a un discours extrêmement violent suite à des attentats, qui consiste même à chercher auprès de gens comme moi, qui sont un laïc, un républicain, une forme de responsabilité, de complaisance, alors que quand Madame Le Pen a pour plus proche, parmi ses proches, Monsieur Axel Lousteau, qui, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le connaissent, mais qui est un homme qui est celui qui s'est occupé des finances. Qui a été condamné par la justice, donc qui est connu. Mais qui s'occupe des finances de la campagne présidentielle de Madame Le Pen. C'est pas un militant qui vient là pour coller 3 affiches. Vous avez parlé tout à l'heure de Lousteau, d'Axel Lousteau. Qu'est-ce que vous demandez à Marine Le Pen concernant Frédéric Chatillon ? Mais Frédéric Chatillon, on connaît la rhétorique. Qui était un néo-nazi. Voilà, on connaît la rhétorique de Madame Le Pen. Il n'est pas, je crois, dans l'organigramme du Rassemblement national. Donc chaque fois, Madame Le Pen dit en gros oui ou non, circuler, je l'ai eu connu, etc. C'est des anciens du GUD, pour ceux qui connaissent. C'est des gens qui, les témoignages sont assez nombreux, qui faisaient le coup de poing de l'extrême droite raciste et antisémite. Alors, concernant Monsieur Chatillon, je ne vais pas développer, mais Monsieur Axel Lousteau, je le répète, il siège dans le groupe. Alors, donc là, on a de quoi avoir un élément de vérification. Si Madame Le Pen veut être ferme avec ceux qui ont des complaisances, avec les groupes antisémites type collectif Cher Yassine, elle doit se séparer, elle doit exiger qu'au sein du Conseil régional d'Île-de-France, M. Lousteau ne siège plus au sein de son groupe, et il serait bon même que M. Lousteau rende son mandat, puis qu'il l'a obtenu sous les couleurs de Mme Le Pen. Vous verrez, M. Aziza, que ce sera plus compliqué que ça, et que même Mme Le Pen va expliquer ce qu'elle a commencé à faire, qu'on peut comprendre au nom de ce qui se passe. Elle a dit qu'il ait participé à une manifestation. Voilà. On poursuit parce qu'il nous reste moins d'un quart d'heure, il y a beaucoup de questions. Donc, dans le contexte d'attaques terroristes en France, des appels au boycott de produits français qui se sont multipliés, à des appels à des boycotts, à des attaques terroristes contre la France dans un certain nombre de pays arabes, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a donné hier une interview à Al Jazeera. Il a dit s'il a dit comprendre que certains puissent être choqués par les caricatures, il dénonce des manipulations et la violence. Vous êtes d'accord avec lui, je suppose ? Oui, alors d'abord, moi, je voudrais, à propos du ton qui monte entre la Turquie et la France... Et pas seulement. Oui. Non, mais déjà... Et notamment mais je pense sur ce sujet. Oui, c'est que, et je me suis intervenu plusieurs fois, nous sommes dans une coalition militaire avec la Turquie qui s'appelle l'OTAN. Et nous avons plusieurs fois, comme groupe France Insoumise, demandé à ce que nous cessions cette collaboration, que nous quittions l'OTAN. C'est quand même paradoxal qu'on nous dise, et on avait raison, qu'on a une trajectoire politique assez préoccupante de la part de M. Erdogan, qui veut devenir en quelque sorte le chef d'un monde musulman. Après, l'affaire est plus compliquée, mais au moins c'est sa stratégie, on voit bien, de provocation vis-à-vis de la France. Et nous continuons à participer à une coalition militaire avec la Turquie. Donc il faut quoi ? Il faut quitter l'OTAN, il faut que la Turquie quitte l'OTAN. Moi, par ailleurs, je suis pour que nous quittions l'OTAN et qui est dans cette affaire quelqu'un qui ne participe pas à la paix dans la région autour de la Turquie. Ça me semble une évidence. Bon, et après les phrases du président Macron, je pense qu'il faut effectivement que la situation refroidisse, si je puis me permettre. Bon, après, il y a peut-être des formulations un peu maladroites de la part du président de la République. Lesquelles ? Celle que vous avez citée. Moi, je pense qu'il ne faut pas en rabattre sur le fait que dans notre pays, on est un pays dans lequel il y a la liberté de conscience, la liberté de croire et de ne pas croire, que nous protégeons tous les croyants de toutes les confessions, ce qui est assez exceptionnel, et que aussi cette liberté va de pair avec une liberté de critiquer les religions. Voilà, et bon. C'est comme ça. Erdogan. Du moins, c'est à défendre. C'est à défendre. Erdogan, quand il compare le traitement des musulmans en Europe au traitement des juifs avant la Shoah, vous en pensez quoi ? Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Je le dis clairement. Non, il ne faut pas comparer. Je suis professeur d'histoire. Ouais. La situation des Juifs d'Europe des années 30, subissant des législations dans certains pays antisémites, une répression terrible qui débouchera sur le génocide des Juifs d'Europe, n'est pas comparable avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, ne passons pas totalement de l'autre côté du spectre politique en disant oui, il y a des discriminations qui, dans certains pays... Mais la situation n'est pas comparable. Non, c'est sûr. Parce que pourquoi je vous pose cette question, Alexis Corbière ? Parce que votre collègue, le député insoumis Éric Coquerel, qu'est-ce qu'il a dit le 19 octobre sur Sud Radio ? Il a tenu le même discours. Je vais le citer. En référence donc à la période hitlérienne, il a déclaré, et je le cite, entre guillemets, « L'islam aujourd'hui est une religion qui subit un véritable racisme en tant que religion, comme l'a été à un certain moment avec une autre ampleur, évidemment, la religion juive. » Est-ce que vous comprenez vraiment ce genre de déclaration ? Est-ce que vous comprenez que ce genre de déclaration puisse choquer ? Écoutez, comme Éric Coquerel est un ami, comme il dit, avec une autre ampleur... Oui, enfin, il compare quand même les deux situations. Non, mais voilà. Bon, moi, je ne le fais pas. Ouais. Et vous dites à Éric Coquerel, c'est une erreur, non, mais c'est une discussion qu'il faut avoir tranquillement. Et Éric Coquerel est un farouche combattant contre l'antisémitisme. Et voilà, non, mais c'est la vérité. Un farouche combattant contre l'antisémitisme. Mais bien sûr, non, mais là, non, mais moi, c'est peut-être ma prévention de professeur. Mais attendez, parce que c'est ma prévention, moi, de professeur aussi, attaché à l'histoire. Je crois que la situation en France, y compris de certains de nos concitoyens musulmans, qui subissent des discriminations à l'emploi, au logement et à tout ce que vous voulez. Et un climat, on évoquait tout à l'heure, médiatique, où il est de bon ton en permanence de parler de l'islam pour tout, n'importe quoi, de lui faire porter tous les torts, est assez détestable. Et nous devons lutter contre ce climat de discrimination et tout. On n'est pas obligé de convoquer l'histoire en permanence, et a fortiori sur quelque chose qui, à mon avis, n'est pas pertinent, parce que la situation, du point de vue de l'intensité, du point de vue de ce qui est fait à l'époque, je répète, il y a de législations très particulières qui visaient des gens parce que juifs, ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc en gros, Éric Coquerel a eu tort, et quand on voit ce qui se passe, le gouvernement français n'a pas décrété un statut des musulmans, n'a pas parqué les musulmans. Mais ça n'est pas ce que veut dire Éric non plus. C'est ce qu'on a compris en tout cas. Non, mais attendez, on peut convoquer l'histoire, et c'est sans doute ce que veut dire Éric, pour dire attention, nous connaissons les dynamiques de l'histoire, et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas, à un moment donné, un climat particulier contre certains de nos concitoyens. Mais je dois dire que la situation est dramatique, parce que nous avons aussi des gens, des islamistes, qui, au nom d'une vision folle, d'un fanatisme religieux, assassinent, et on a une tension extrême qui monte dans le pays. Donc, les gens de bonne volonté doivent avoir une parole d'apaisement. Alors, parole d'apaisement, justement, puisqu'on parle un peu des sujets qui fâchent, en tout cas à la France Insoumise. Il y a aussi chez vous Daniel Obono, qui le 5 novembre 2017, c'était ici même à Radio J, avait parlé de l'indigéniste Touria Boutelja, la porte-parole antisémite du Parti des indigènes de la République, comme d'une camarade et d'une militante antiraciste qu'elle respectait. Un rappel, Boutelja, juste avant, avait parlé des Juifs comme les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse s'interroger sur les camaraderies particulières de Madame Obono ? Non, mais faut être et d'ailleurs, et du fait aussi qu'elle continue à jouer un rôle de premier plan au sein de la France Insoumise. Non, mais Daniel Obono est député. Daniel Obono mène un combat politique tout à fait noble sur l'ensemble des sujets. Non, mais moi, je vous parle de ces déclarations. Non, mais là, vous parlez d'un sujet où, manifestement, il me semble que les formulations étaient très maladroites de sa part. Du moins, je veux le dire autrement. Madame Boutelja n'a rien à voir avec le projet politique que porte la France Insoumise. Et l'extrait que vous aviez cité, ce que je me souviens, de mon point de vue, sont des phrases qui sont antisémites et qu'il ne faut pas soutenir. Je n'accepte pas cette généralisation, ce vieux fantasme, en plus, si je crois bien, du rôle des Juifs, de je ne sais trop où, alors le rôle des Juifs dans la finance, le rôle des Juifs dans les guerres mondiales, le rôle des Juifs, c'est absurde, tout ça. Et je rappelle pour nos auditeurs, Alexis Corbière, que vous êtes un homme tout à fait républicain, qui a toujours défendu, enfin qui s'est toujours mis en mouvement contre l'antisémitisme et contre le... Mais je vous remercie de rappeler ça, Frédéric, mais je veux aussi... J'entends ce que vous pouvez dire sur ma collègue Daniel Obono, mais je vous assure, et je conjure ceux qui nous écoutent d'avoir la conviction que Daniel Obono est farouchement contre le racisme, contre l'antisémitisme. On peut en douter. On peut en douter quand on l'écoute, quand on entend ses déclarations. Enfin, on poursuit. Mais il faut autrement que des formules
Du moins, pas habile sur ce que vous avez Pas rappelé. habile, en tout cas, elle a confirmé, elle a assumé. Elle a dit aussi ne pas avoir pleuré pour Charlie. Il y a aussi ce qu'on reproche à la France Insoumise, Alexis Corbière, c'est la participation de LFI à la marche dite contre l'islamophobie du CCIF il y a un an, je crois que c'était le 10 novembre dernier. Le CCIF qui sera interdit d'ici 15 jours pour avoir notamment joué un rôle dans l'assassinat du professeur Paty. Est-ce que vous le regrettez un an après ? Alors, que je sois clair, moi je pense que quand une mosquée est attaquée, il est bon qu'il y ait une réponse républicaine de masse pour dire que nous n'acceptons pas que les lieux de culte, et en l'occurrence c'était une mosquée à Bayonne, soient attaqués. Donc moi j'ai manifesté le 10 novembre, et il n'y a rien de choquant, et même je pense que toute conscience républicaine pouvait et devait manifester le 10 novembre, qu'il aurait dû avoir un appel plus large, que de la même façon, de la même façon que j'ai manifesté le 10 janvier. Vous évoquez le CCIF. Le CCIF, vous savez, monsieur le ministre de l'Intérieur Darmanin a fait des meetings avec le CCIF à Tourcoing. Je n'en ai jamais fait. Monsieur Delevoye a signé des appels avec le CCIF. Je ne l'ai jamais fait. Monsieur Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, avait reçu le CCIF. Donc on arrête aujourd'hui d'utiliser ça comme un hocher. Après moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je trouve que cette manière de diaboliser ceux qui ont participé à cette manifestation, dont le slogan était « Laïcité on t'aime, tu dois nous protéger », avec des drapeaux français... Ou avec des étoiles jaunes, vous savez. Non mais attendez, mais ça c'était... comment dirais-je, je ne sais pas qui a fait cet autocollant qui là participe à ces comparaisons. Non, bah bon. C'est le CCIF qui avait imprimé ces étoiles jaunes. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque. Oui, enfin bon, je crois pas. Je crois pas parce que ceci dit, ces autocollants, ça a été vu sur certaines photos, n'étaient pas l'autocollant de la manifestation. Bon, voilà. L'autocollant qui faisait une comparaison, le croissant, l'étoile juive. Bon, je reprends pas la discussion tout à l'heure. Autre question. Mais attendez, dans ce pays, moi j'ai manifesté pour Madame Knoll assassinée parce que juive, et dans cette manifestation, il y avait Madame Le Pen, et je partage pas son projet politique. Et j'ai même été agressé par des militants d'extrême droite de la LDJ qui nous ont tenu des propos homophobes, violents, et pour autant, je suis fier d'avoir manifesté à la marche pour Mireille Knoll. Autre question qui concernait les filles, après on en vient à la politique un peu plus politicienne. Le 13 décembre 2019, après la défaite de Jérémy Corbyn aux législatives en Grande-Bretagne, Jean-Luc Mélenchon avait rendu responsable de cette défaite le grand rabbin d'Angleterre en dénonçant ce qu'il avait appelé à l'époque la génuflexion devant les oukas arrogants des communautaristes du CRIF. Qu'est-ce qui se passe 11 mois après ? Corbyn vient d'être suspendu du Parti travailliste pour antisémitisme. Non. Frédéric Azizat. Corbyn n'est pas suspendu pour antisémitisme. Il est suspendu. Il y a un rapport qui a été adopté par la nouvelle direction qui évoque toute une série de problèmes au sein du Parti travailliste. Jérémy Corbyn considère que la moitié de ce rapport dit des choses justes et que l'autre moitié... Fait référence aux accusations d'antisémitisme. Non, mais jamais ce rapport... n'établit pas, il n'y a pas cette phrase, ce rapport ne reproche pas à Jérémy Corbyn. Est-ce que vous regrettez non mais c'est important parce qu'attendez, si vous voyez sinon c'est l'homme qui a vu l'homme ou marabout bout de ficelle celle de cheval. Un rapport qui fait allusion à ces accusations d'antisémitisme contre Corbyn. Non mais Jérémy Corbyn n'est pas accusé par la direction du Parti travailliste d'être un antisémite, ça n'est pas vrai. Alors on en vient Alexis Corbière à l'actualité de la France Insoumise. Est-ce que vous confirmez que Jean-Luc Mélenchon va annoncer sa candidature à la présidentielle dans les prochains jours ? Vous le verrez précisément. Est-ce que vous le souhaitez ? Je le souhaite. C'est-à-dire que dans cette période dont on vient de parler, vous voyez, le Covid, les attentats, l'impossibilité de faire des réunions publiques, la difficulté de mener campagne, etc. Je crois que l'échéance de 2022 doit être travaillée avec soin et que nous devons envisager une campagne longue. Dans ce cadre-là... Campagne longue avec Jean-Luc Mélenchon candidat. Alors ça c'est le petit temps sur le fait qu'il serait pertinent que nous ne perdions pas trop de temps pour rentrer en campagne, pour rassembler des forces d'ailleurs, dans ce moment un peu où le camp dont je fais partie a besoin de se remettre en mouvement. Et ensuite, observer que Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre aujourd'hui de la situation, est pour le moins plutôt bien capé pour pouvoir porter nos couleurs s'il le décide. Donc ça serait quand son annonce de candidature ? Pour l'instant, l'agenda qui a été le sien, novembre. On avait évoqué de le faire début novembre, ça arrive, et la situation compliquée amène à nous dire, c'est la réflexion qu'on a avec Jean-Luc, que finalement il n'y aura pas de moment idéal, et c'est plutôt l'occasion de ne pas modifier notre agenda. Donc très prochainement, on doit avoir une réunion, je crois le week-end prochain, dans le groupe interparlementaire, ce sera encore l'occasion d'une discussion. Ça va venir. Ça va venir, c'est-à-dire une question de jour ? Ça correspond à ce qu'on a dit début novembre. Et ça sera lui. Non, mais il faut encore vérifier 2-3 choses. Quel type de campagne, avec qui ? Et Jean-Luc Mélenchon, me semble-t-il, a toute une série d'atouts. Après, comme tout le monde, il a aussi le fait qu'il a un certain âge maintenant. Mais je crois que même son expérience est plutôt un atout dans la période qui vient, parce que je ne crois pas qu'on va revivre comme en 2017, qu'un jeune candidat issu de nulle part, paré de toutes les vertus, va régler le problème. Jean-Luc Mélenchon, les gens le connaissent. Il y a une stabilité dans ses positions qui peut être un atout très fort dans la période qui vient. Avec un
problème. L'image de Jean-Luc Mélenchon s'est érodée depuis 2017 du fait d'un comportement qui a pu troubler jusqu'au sein même de votre propre électorat. On a vu les résultats aux régionales, aux européennes, notamment aux municipales. Est-ce que dans ces conditions, il ne risque pas de partir largement handicapé à la présidentielle ? Mais non, mais de toute façon, il y a une campagne, c'est sur un projet qu'on va mener campagne. Vous savez, là, toutes ces critiques, il a fait ceci, il a fait cela, mais où sont celles ou ceux qui sont mieux en capacité de porter les choses ? Tous ceux qui ont tout compris, qui nous ont donné des leçons, c'est qui ? Où gauche, ça ? vous parlez de la gauche ? Notamment, oui. Notamment la gauche, parce je suis un homme plutôt de la famille de la gauche, mais je pense qu'il faut aussi s'adresser à des gens qui se positionnent plus comme droite et gauche, parce qu'un bon tiers des électeurs ne se positionnent plus comme tels, mais sont attachés à ce qu'il y ait un partage, à ce qu'il y ait une défense des services publics, à ce qu'il y ait de nouvelles institutions. Il faut une 6e République, cette 5e République banalise le fait que la grande majorité des gens ne vont plus voter. C'est ça qui nous menace, Cédric Aziza. Et celui qui a le mieux pensé le passage à la 6e République en redonnant la parole au peuple français dans le cadre d'une assemblée constituante convoquée, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous avez lu sans doute aujourd'hui le JDD. Arnaud Montebourg semble vouloir reprendre du service. Il n'écarte pas aujourd'hui dans le JDD un nouvel engagement et considère que la gauche doit travailler à sa reconstruction. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Est-ce qu'il peut y avoir un axe, par exemple, Mélenchon-Montebourg ? Est-ce que Montebourg peut être un bon candidat ? Pour vous. Attendez, il peut s'engager en n'étant pas nécessairement le candidat. Il peut venir donner un coup de main. Moi, j'ai envie de dire. Vous souhaitez qu'il vienne donner un coup de main ? Moi, je trouve que la parole d'Arnaud Montebourg est toujours très pertinente. On peut discuter tel ou tel point. C'est un homme intelligent, un homme qui a une fidélité à certains principes. S'il veut s'engager, engage-toi, Arnaud, j'ai envie de dire. Et si nous lançons une campagne, pourquoi ne viendrait-il pas y prendre une place de choix ? Ça pourrait être intéressant. Il faut aussi que les uns et les autres, là je ne m'adresse pas uniquement à Arnaud Montebourg, ne visent pas en disant je suis prêt à m'engager à la seule condition que je sois le numéro 1. Il y a aussi peut-être, dans un dispositif collectif, des places qui peuvent ne pas être uniquement celles-là. Mais moi, du moins, je vais dire comme si il nous faisait l'honneur de venir aider la campagne de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou la campagne que nous soutiendrons, ce serait très utile parce que je trouve qu'il a une parole qui est forte, il a aussi une cohérence, je le répète, dans ce qu'il a fait, une forme de probité d'ailleurs aussi, ce qui n'est pas inintéressant dans la période. Alors, dernière question, avant les élections, aussi bien régionales dont on n'a pas parlé, présidentielles, il y a Noël. Et Olivier Véran affirme aujourd'hui dans le JDD que Noël ne sera pas une fête normale. Est-ce que vous acceptez cet augure ? C'est le triste bilan de M. Véran. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que précisément parce qu'il ne nous a pas écoutés, il n'a pas écouté tous ceux qui demandaient à ce qu'il y ait une planification de la sortie du premier confinement, que des mesures soient prises pour vraiment isoler ceux qui étaient porteurs du virus, qu'on fasse monter en charge notre capacité d'accueil de l'hôpital. Voilà, aujourd'hui, on a une situation difficile où même Noël, vous imaginez, qui est quand même une fête aujourd'hui qui dans le cadre des fêtes de famille, etc., qui a ce donc plus important et même remis en cause. Du moins, ils n'ont pas créé les conditions pour qu'on puisse éviter cette catastrophe. Alors après, on va faire face, mais tout de même, quel triste bilan. Quel triste bilan. Le premier confinement a eu lieu au mois de mars. Et le Père Noël, ça peut être qui ? Ça peut être Mélenchon ? Non, mais il ne faut pas croire au Père Noël. Surtout, c'est surtout ça. Le Père Noël, à l'heure actuelle, il s'appelle Emmanuel Macron. Il a promis beaucoup de choses, mais sous le sapin, il n'y a pas eu tout ce qu'il avait promis. Nous, on est plutôt ceux qui ont la conviction que c'est que par la raison, c'est-à-dire le raisonnement qu'on abordera la situation qui vient, le débat, et pas la calomnie et je ne sais trop quelle manière de flétrir les uns et les autres. C'est difficile, et puis je termine vraiment. Ce qui m'intéresse, ce que je vous ai dit là au passage d'une phrase, cette abstention de masse, cette résignation dans le pays qui fait que lors d'élections partielles, on tombe à des taux de participation qui deviennent quasi ridicules. Entre 10 et 20%. Voilà, c'est ça qu'on doit tous penser. On ne changera pas ce pays sans la remobilisation du peuple français. C'est lui la solution. Merci Alexis Corbière et Merci Paco Frédéric d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.